Ligne droite, la table ronde, Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour aux auditeurs et bonjour aussi à mon invité du jour, Rodolphe Carte, journaliste qui collabore à la revue Éléments, Front Populaire et Omerta, auteur de Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur et Feu sur la droite nationale aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et ce mois-ci donc de Faire Légion pour un réveil des autochtones aux éditions Hétairie. C'est pour parler de cet ouvrage que vous êtes parmi nous, Rodolphe. Oui, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors, on va commencer avec l'avant-propos de votre livre, puisqu'il faut bien commencer quelque part. C'est tout à fait dans le fil conducteur, justement. L'un de vos fils rouges durant la rédaction de ce livre, c'était une question. Quel livre aurais-je aimé lire entre mes 18 et mes 25 ans ? Et de la même façon, votre prologue s'intitule « Le réveil d'une jeunesse ». Donc c'est un ouvrage qui s'adresse à la jeunesse et pourtant beaucoup la critique, cette nouvelle jeunesse française. Je vais me faire dur avec mes semblables et je vais relayer les propos que je peux entendre. Aujourd'hui, notre jeunesse n'a plus de colonne vertébrale, elle est abreuvée de programmes télévision débiles, elle ne sait plus écrire, elle ne lit pas, elle ne connaît plus son histoire. Rodolphe Carte, pourquoi est-ce que vous croyez encore à la jeunesse ? Justement, moi je la trouve plein de promesses, cette jeunesse. C'est vrai qu'après la sortie de ces deux livres, j'ai fait pas mal, j'ai fait un peu le tour de France des conférences. Je suis allé voir des syndicats étudiants comme la Cocarde. Je suis allé voir aussi des groupes souverainistes, des groupes un peu plus identitaires, l'Action française, ce genre de choses avec des inclinaisons politiques différentes. Et par contre, moi à chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt des jeunes bien construits, qui sont dans la vie active, qui sont des travailleurs, qui sont aussi comme ça, qui ont une appétence justement pour la matière intellectuelle. Et moi, tout de suite, ça m'a assez touché parce que moi, je suis autodidacte. À la base, j'étais plutôt menuisier charpentier. Et c'est vrai qu'à côté de mon travail, donc manuel, j'ai commencé à dévorer énormément de livres. Et ensuite, j'ai transformé l'essai, si l'on peut dire. Et je suis passé du côté intellectuel. Mais par contre, moi, justement, c'est ce que j'oppose souvent à l'ancienne génération, comme vous l'avez très bien dit, qui peut nous traiter un peu de feignants, qui essaye toujours un peu de se défiler de leurs responsabilités. Non, moi je pense que dans notre génération, il y a vraiment une prise de conscience identitaire, mais aussi sur les questions d'enjeux nationaux. Justement, il y a vraiment une appétence pour l'engagement pour l'éthique, pour la politique, un engagement éthique, justement, ça va ensemble. Et c'est ce que j'ai déjà essayé d'élaborer à travers mes deux précédents livres. Et là, dans ce troisième livre, c'est un peu mes positions politiques et mon engagement personnel que je mets à plat. Et donc, j'essaye de faire un appel comme ça, un manifeste, un engagement, alors à mon avis, nationaliste, parce que c'est un mot que je récuse absolument pas. C'est un mot honni depuis un certain nombre d'années. Et moi, justement, je pense qu'on a besoin de le revendiquer comme une radicalité et comme une politique de rupture. On a laissé un peu trop à la gauche le mot de politique de rupture, justement, en rupture avec le capitalisme, la politique néolibérale. Mais à droite aussi, on veut rentrer dans une politique, à mon avis, de rupture vis-à-vis du fait migratoire, vis-à-vis peut-être de la question de l'Union européenne, même si elle pose, c'est pas forcément un consensus au sein du camp national. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment, à mon avis, un élan comme ça dans la jeunesse. Et moi, j'essaye un petit peu de leur donner des munitions intellectuelles pour qu'ils puissent, comme ça, s'orienter, si je puis dire. Alors, vous appelez cette jeunesse à constituer la Légion autochtone. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette idée de Légion, Rodolphe Carte ? Tout d'abord, c'est admirable qu'il existe la Légion étrangère en France. Voir comme ça des étrangers venir se sacrifier pour le drapeau, au-delà de leur considérations religieuses, ethniques, c'est vraiment, à mon avis, admirable. Mais par contre, ce qui m'a toujours un peu surpris, c'est si on accepte que des étrangers puissent se sacrifier pour la nation, on le récuse en tout cas à une certaine jeunesse, et notamment une jeunesse autochtone. Alors bien évidemment, je ne parle pas d'engagement violent comme peut l'être le fait militaire, mais par contre, ne serait-ce que sur l'engagement politique, on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment une jeunesse comme ça qui est bridée. On le voit avec le matraquage qu'ont subi tous les dissidents, les groupes dissidents, mais aussi des personnalités, avec la fermeture de comptes, mais aussi le matraquage juridique, ce genre de choses. Et donc moi, ça m'a paru comme un paradoxe. On dit, on accepte que des étrangers puissent se sacrifier pour la France, ce que je trouve absolument admirable
je tiens à le répéter. Mais par contre, je trouvais ça un peu paradoxal qu'on empêche une jeunesse comme ça d'avoir un attrait, une volonté de s'engager pour son pays. Et moi, je trouvais qu'il y avait un décalage qui était, à mon avis, assez problématique en tout cas. Et c'est pour ça que justement, moi, je pousse les jeunes à l'engagement. Alors bien évidemment, je ne vais pas les pousser à s'engager mais forcément de manière publique comme je peux le faire sous mon vrai nom, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un deux poids deux mesures, pas besoin de revenir dessus. Mais par contre, oui, j'ai envie de dire, vous avez le droit de vous battre pour votre pays, vous avez le droit de vouloir vous inscrire dans votre pays et pas forcément vouloir partir à l'étranger, parce que c'est aussi un discours qu'on retrouve à mon avis de plus en plus dans le discours de droite, c'est celui de l'expatriation. Et je pense que justement le nationalisme français, il est consubstantiel à la notion d'enracinement, de défense de son territoire. Vous avez un vocabulaire assez guerrier. Est-ce que cet appel à la jeunesse, c'est pas aussi un appel à retrouver une forme de combativité dans sa forme plus brutale ? Bien évidemment, il y a un côté radicalité que je ne vais absolument pas dénier, mais par contre, si vous voulez, c'est à chaque fois une radicalité organisée, ou en tout cas qui a un but politique à la suite, pour finir, parce que évidemment, il n'est pas question d'appeler à des mouvements, à des soulèvements, comme peut le faire beaucoup à gauche, où on voit qu'à chaque fois, ils en appellent à des manifestations, mais on voit que ça débouche sur rien. Non, là, il faut vraiment avoir, à mon avis, une vision sur le long terme, organisatrice et organisante, parce que, à mon avis, si nous, on combat, et c'est ce qui peut-être nous différencie du camp opposé, c'est que nous, on se bat pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On a vraiment, cette éthique du bâtisseur de cathédrale. Le bâtisseur de cathédrale, c'est que quand il commence son ouvrage, il sait pertinemment que peut-être il va mourir avant de voir la constitution de l'édifice. Et je pense qu'à droite, on a cette appétence et on a cet idéal de construire quelque chose, mais qui nous survivra. Et qui nous survivra pour nos enfants et pour justement les générations qui viendront. Vous avez évoqué les différents groupes, les différentes organisations par lesquelles vous êtes passé pour pouvoir justement écrire ce livre et qu'il soit le plus pertinent possible. Est-ce que votre appel à faire Légion, c'est aussi un appel à s'unir ? Parce qu'on sait que ce sont quand même des groupes qui peuvent être très, très différents sur des points assez importants. Justement, moi, j'ai toujours essayé de composer mes idées autour de deux points centraux, à mon avis, qui sont l'identité et la souveraineté. Et on sait aujourd'hui que sur nombre de sujets, que ce soit des sujets politiques comme le libéralisme, le socialisme, ce genre de choses, ou même des dossiers géopolitiques, ou même des dossiers sociaux, on voit qu'il y a eu des points de clivage qui sont apparus, et notamment sur la question de l'Union européenne. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours essayé de faire synthèse, ou en tout cas de faire une possible alliance entre le camp identitaire, parce que moi, je me considère absolument comme un identitaire, mais aussi sur le côté souverainiste, parce que comme vous l'avez très bien mentionné au début de notre entretien, je suis nationaliste français, je ne suis pas européiste. Ce qui n'empêche que j'arrive quand même à considérer ma dimension d'Européen. Bien évidemment, le peuple historique français est un peuple européen. Nous avons bien évidemment des alliances à faire avec nos voisins européens. Et c'est peut-être une différence que j'ai en tant que nationaliste avec le nationalisme du 19e siècle. C'est que moi, je ne suis absolument pas dans un nationalisme revanchard ou d'offensive vis-à-vis de nos voisins européens. Évidemment que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne subissent les mêmes périls que nous. En tout cas, ils ont un péril démographique. Ils ont un péril d'une élite justement qui a fait sécession d'avec leur peuple et qui joue contre eux. On l'a aussi vu cet été en Angleterre, où on a vu que justement le réveil comme ça autochtone, des autochtones britanniques de la petite classe moyenne et des classes populaires, entre guillemets, ils se sont fait matraquer par une alliance entre un peu le lumpen prolétariat du coin, alors là-bas c'était plutôt les Pakistanais, et l'élite justement britannique qui leur a tapé dessus. Donc voilà, moi je suis absolument pas dans un nationalisme revanchard, mais par contre, oui, je revendique absolument cette dimension et qui repose, comme je vous l'ai dit, sur ces deux pieds, la souveraineté et l'identité. Oui, donc selon vous, la création d'une légion européenne pour la civilisation européenne, c'est moins pertinent qu'une légion purement française qui pourrait s'allier ensuite avec des légions allemandes, italiennes Disons que moi, je trouve qu'il y a toujours... on est toujours plus honnête quand on discute entre nationalistes européens. Un nationaliste allemand, il va privilégier les intérêts allemands quand il va prendre un point de vue politique. Pareil pour un Italien et pareil pour un Français. Et je trouve justement que cette honnêteté nous permet d'avoir des points d'accord ou même des points de désaccord. Alors que si vous voulez, deux européistes, mine de rien, derrière, ce sont des européistes, mais derrière, ils sont aussi italiens et allemands. Et derrière, si vous voulez, ils vont
quand même toujours privilégier leurs intérêts nationaux, même si c'est un peu camouflé, sauf par exemple quand on est français, où on sait que le fameux couple allemand qui est qu'une chimère, en final, il y en a qu'un qui est amoureux, c'est le français, et l'autre, l'allemand, l'est pas du tout, et par contre, on voit que c'est trahison sur trahison. Donc moi, je préfère cette relation, si vous voulez, honnête et franche, c'est qu'on peut discuter, et évidemment qu'on a des alliances à faire circonstanciées entre voisins européens, mais par contre, oui, il y a des intérêts, notamment géopolitiques, où par contre, là, on entre en désaccord. Par exemple, les pays baltes ou la Pologne ont plus intérêt à peut-être se mettre dans la main de l'allié de l'OTAN et des États-Unis, parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en nous. C'est ce que je regrette, bien évidemment, mais par contre, je ne peux pas leur en vouloir. Eux, ils privilégient leurs intérêts. Et peut-être, il y a un pays qui est assez, qui a un exemple sur ce point-là, c'est la Hongrie. Je trouve que la Hongrie joue très bien ce jeu, parce que c'est un petit pays, même si je trouve bien admirable sous certains points. Mais par contre, je trouve qu'ils jouent à fond leurs cartes. Ils n'ont pas la puissance que peut avoir la France d'un point de vue militaire, ou même sur d'autres points, mais par contre, ils jouent très bien leurs cartes, et ils arrivent à avoir une véritable démocratie qui est fondée sur la réelle politique. Ils peuvent parler à la Russie, mais ils peuvent continuer à parler aux États-Unis, ils peuvent parler à leurs voisins plutôt orientaux, mais aussi à leurs voisins européens. Donc je trouve qu'eux, justement, sont un exemple. Et il y avait un livre qui était sorti aux éditions de l'Iliade, justement, et de la Nouvelle Librairie, qui s'intitulait La stratégie hongroise, et je trouve que ça, c'est véritablement quelque chose d'intéressant, parce que moi, je promeux justement le retour d'un État stratège en France, d'un État qui fait prévaloir les intérêts nationaux au détriment des autres. Alors peut-être aurions-nous dû commencer par ça, justement, puisqu'il faut faire légion à l'échelle de la nation, selon vous. On parle de la France. Je vais citer Maurice Druon, puisque vous-même, vous le citez dans votre livre. La France n'est le fruit ni du hasard, ni de la fatalité. Elle n'appartient pas au nombre des pays que leur insularité ou l'enserrement des montagnes ou encore l'homogénéité de leur peuplement désigne à l'unité. Elle ne compte pas non plus parmi ceux dont un accident de l'histoire a figé le destin. Alors qu'est-ce que la France, Rodolphe Clark ? Alors moi, je vais prendre une définition. Il y en a 100 000 des définitions de la France. Mais en tout cas, d'un point de vue politique, moi, je trouve que véritablement, la France, son ADN, c'est le réalisme politique. Comme l'a très bien dit Maurice Druon dans cette citation, la France, elle ne peut pas être déterminée par son insularité, comme par exemple la Grande-Bretagne. Elle ne peut pas être non plus uniquement décrite vis-à-vis de son ethnie, comme peut l'être par exemple l'Allemagne, comme elle a pu l'être au moment de sa constitution nationale, ni, par une détermination géographique. C'est un assemblage assez hétéroclite, mais par contre, mine de rien, il y a quand même un peuple historique. Je veux dire, là-dessus, tous les démographes aujourd'hui s'accordent sur ce point-là. Oui, il existe des Français de souche, et oui, il existe un peuple historique qui s'est maintenu depuis le Paléolithique supérieur jusqu'on va dire au milieu du XXe siècle, avec les grandes vagues d'immigration. Oui, il y a un peuple historique, et évidemment que c'est un des fondements et un des socles de la France. Moi, c'est ce que je promeus dans ce livre, c'est qu'il faut tout faire pour maintenir majoritaire ce peuple historique. Parce que justement, il s'est véritablement construit dessus, c'est le peuple de race blanche, comme disait le Charles de Gaulle. Il n'avait aucun scrupule à le faire, et nous, il faut qu'on ait aucune honte à dire ce genre de vérité. Mais par contre, ce qui est véritablement, comme j'ai dit, consubstantiel à notre ADN, c'est vraiment le réalisme politique, parce que la Constitution nationale, notamment avec l'effort de la dynastie capétienne, c'est de s'être constituée contre l'Empire, plutôt germanique, et contre aussi le pouvoir papal et Rome. C'est les fameuses excommunications qu'on a pu connaître, c'est la fameuse querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Et moi, je trouve justement que notre pays, il est magnifique sur ce point-là, c'est que c'est un conglomérat d'identités diverses, notamment provinciales, mais par contre, on a réussi à faire un consensus global, mais grâce aux politiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le souverain et quand l'État souverain et stratège est détruit, c'est toute l'homogénéisation et l'unité française qui se détricote petit à petit, parce qu'on voit que de manière naturelle, si je puis dire, la France ne se détermine pas comme ça, en fait. Il y a besoin d'avoir cette patte humaine, cette main du souverain et de l'autorité. Et par contre, quand on n'a plus un roi, comme on l'a plus depuis 1793, il faut justement que d'autres autorités rentrent en jeu. Et à mon avis, cette autorité, moi, c'est celle que j'essaye un peu d'esquisser dans le mythe national. Elle se constitue autour de 3 choses: d'un peuple historique, d'une idée, qui est l'idée d'indépendance, comme j'ai expliqué, et aussi ce territoire, parce que c'est la défense du territoire. Et la France aussi, c'est le pays des invasions. On a subi nombre d'invasions, mais par contre, ce qui nous a toujours, à mon avis, soudés, c'est la défense, et c'est la défense notamment des frontières. Vous venez d'évoquer ce mot de mythe national. Ce que vous essayez de faire avec votre ouvrage Faire Légion, donc je le rappelle pour nos auditeurs, c'est aussi de reproposer un nouveau
nouveau mythe national à l'heure où justement bon nombre de nos gouvernants ont tenté de déconstruire ce fameux mythe national, Rodolphe? Justement, c'est la déconstruction du roman national, c'est la déconstruction, justement, cette idée que la France est une terre d'immigration, c'est une erreur et c'est un mensonge. Vraiment, à chaque fois qu'on nous le répète, je me souviens, pour les habitants de Paris, et c'était quoi l'année dernière, on a eu ce moment où on avait des publicités, vous savez, où ils disaient oui, l'immigration, ils nous montraient des princesses et en tout cas des personnalités qui ont joué dans la royauté française. Je dis ça n'a rien à voir. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a une différence avec les flux, avec l'origine des immigrations, ce genre de choses. Donc oui, il faut absolument s'opposer, à mon avis, à ce matraquage et à cette déconstruction de notre identité, oui. Aujourd'hui, je le disais dans ma précédente question, l'heure est à la déconstruction. Vous tentez de bâtir. Alors, bâtir dans un monde que l'on déconstruit, est-ce que vous pensez que votre tâche peut aboutir? Est-ce que vous avez réellement de l'espoir ou est-ce que c'est une sorte de devoir militant et que vous honorez la noble idée selon laquelle on ne doit jamais abandonner, même quand tout semble déjà perdu, Rodolphe Cart? En tout cas, personnellement, moi, je viens d'un petit village en Haute-Savoie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je retourne dans mon village natal, je passe devant ce monument aux morts. Et il y a mon arrière-arrière-grand-père qui est enterré, Jean Cart, mort à l'ennemi à Verdun. Et c'est vrai que, je sais pas, mais ça fait comme un appel. Alors, évidemment que cet engagement, on peut le considérer de manière un peu légère, mais moi, je ne le considère absolument pas de manière légère. Et comme je vous l'ai dit, moi, si aujourd'hui, je pense fondamentalement qu'on sera une génération sacrifiée. Je pense qu'on va passer par des périodes très difficiles, que ce soit sociales, avec le déclassement, on le voit notamment avec les classes moyennes, ce genre de choses. Mais par contre, je vois qu'il y a vraiment une appétence comme ça à vouloir quand même continuer à se projeter, et notamment par l'enracinement et sur notre territoire. C'est pour ça que je m'étais opposé sur vos ondes à Marc Guyon, il me semble, qui lui proposait l'expatriation. Alors il avait des très bons arguments, l'insécurité, le délabrement, un personnel politique et une élite et une caste qui est absolument antinationale, je suis le premier à le reconnaître. Mais par contre, justement, moi je pensais, ou en tout cas je pense que, l'identité nationale française, elle se fonde principalement, et à mon avis, sur cette défense du territoire et sur l'enracinement. Et c'est vrai que pour moi, ça me paraît somme toute logique d'entrer aujourd'hui comme ça dans le militantisme politique à mon niveau, en écrivant des livres. D'autres le font par d'autres actions qui sont tout à fait louables et qui sont même qui s'imbriquent bien, et qu'il faut justement avoir cette pluralité d'engagement. Mais par contre, moi, je ne combats pas pour moi, je combats pour mes enfants, mes petits-enfants, je combats pour ma famille, pour ceux à venir. Et si vous voulez, cette idée de l'optimisme ou du pessimisme, bien sûr, je suis un être humain, ça me traverse tous les jours, mais c'est une question que j'élude très vite. Et en fait, je sais juste que j'ai affaire à mon devoir. Alors là, c'est des mots un peu grandiloquents, mais c'est vrai que c'est la chose qui me meut, en tout cas, quand j'écris, c'est de me dire, pour l'après et pour ceux qui me dépassera, et ça, j'en suis tout à fait conscient. Nous recevions la semaine dernière David Engels qui nous expliquait pourquoi, selon lui, la civilisation européenne vit désormais la synthèse de son histoire. Qu'en pensez-vous et comment positionnez-vous le combat pour la France par rapport à cette phase historique dans laquelle nous nous trouvons, donc selon David Engels? Justement, moi je trouve qu'on est dans un miroir inversé avec le 19e siècle. Je m'explique. À l'époque, il y a André Siegfried, c'est un grand sociologue qui est un peu oublié aujourd'hui, mais que Jérôme Fourquet a remis un peu à l'ordre du jour parce qu'il en a parlé. Et ce qui est drôle, c'est que André Siegfried, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, et il explique que ce 19e siècle qu'on avait présenté comme nationaliste, impérialiste et même protectionniste, en réalité, il commençait déjà sa transition vers l'européisme, le libre-échange et on va dire l'internationalisme. Et aujourd'hui, c'est le point sur lequel on est arrivé. On a une dissolution, en tout cas une tentative de dissolution des nations en Europe. Mais par contre, ce qu'on voit notamment dans la majorité du peuple, c'est une volonté de retour comme ça à la nation. Et ce qui est drôle, c'est que c'était un sondage de l'IFOP qui est sorti hier, et même auprès de l'électorat de gauche, la notion de nation a encore une évocation assez haute. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et pareil, par exemple, pour les industries. Bon, bien évidemment, après, il y a les tropismes de gauche avec le côté des services publics, ce genre de choses, bien évidemment. Mais par contre, je trouvais ça assez intéressant quand même. Et donc, à mon avis, notre siècle va se constituer comme ça en déformation avec le 19e siècle. C'est qu'en fait, on va quitter peu à peu la mondialisation
l'internationalisme et l'européisme pour revenir justement à des notions comme le protectionnisme. Ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'au moment de la révolte des paysans, le protectionnisme, c'est quelque chose qui est revenu. Vous savez, dans les déclarations des paysans, les paysans voulaient du protectionnisme contre les traités de libre-échange, le Mercosur ou le CETA, et c'est des choses qui sont revenues. Et à mon avis, on a tout intérêt aujourd'hui à jouer sur ce rôle de démondialisation pour ne pas tomber dans la main des États-Unis, mais aussi de la Chine, parce que moi, c'est un reproche qu'on peut me faire à droite. C'est vrai que je suis très critique de la mainmise des États-Unis sur l'Europe, mais moi, je critique tout autant la mainmise, par exemple, de la Chine. Moi, je suis absolument pas tiers-mondiste. Je suis un nationaliste français, je fais prévaloir les intérêts nationaux avant la France, mais si je suis aussi critique des États-Unis, je le serai tout autant demain de la Chine. Donc là, voilà, c'était une petite mise au point qui était à mon avis nécessaire à faire. Et donc oui, justement, dans cette appétence pour la démondialisation, mais aussi avec l'apparition d'un monde comme ça multipolaire, je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à rejouer nos cartes, à recentrer nos intérêts sur les intérêts nationaux. Et la proposition de David Engels, elle est assez pertinente, c'est vraiment ce cœur de l'Europe avec la France, l'Allemagne, le Benelux, le nord de l'Italie. Moi, je le renie absolument pas aussi. Mais par contre, je pense que, comme je vous l'ai dit, il faut avoir des relations honnêtes et franches entre Européens. On a une histoire commune, on a des racines communes, on peut très bien se parler, tout en conservant nos intérêts nationaux. Mais par contre, pour faire des alliances, pour s'opposer, que ce soit aux États-Unis, à la Chine, ou même peut-être à d'autres puissances, évidemment qu'on peut avoir des accords. Donc, disons qu'on a une différence on n'est pas sur le même couloir, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des dialogues, à mon avis, et d'avancer sur certains sujets, comme par exemple l'islamisation de l'Europe, et le fait de le combattre. On peut avancer en commun, bien évidemment. Donc vous appelez les Français à refaire un peuple, c'est même le titre de la 3e partie de votre ouvrage. Ça passe donc par la définition du mot peuple. Est-ce que vous pourriez nous en donner les critères d'appartenance ? Tout à l'heure, vous parliez de la Légion étrangère, par exemple, avec donc ces étrangers qui viennent et qui se battent, qui se mettent au service de la France. Rodolphe, est-ce que vous croyez à l'assimilation ? Est-ce qu'être français, c'est un état d'esprit ? Est-ce qu'il y a des réalités biologiques ? Comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question ? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il faut reconnaître qu'il existe et qu'il faut le préserver le plus possible, un peuple historique. Je ne vais pas revenir ici sur la formation du peuple français, qui est une émanation, entre guillemets, de la branche indo-européenne. Mais oui, évidemment, on a une parentalité, ou en tout cas, on a des liens avec les autres peuples européens sur cette origine indo-européenne. Ça a été démontré en paléogénétique, ça a été démontré au niveau de la linguistique, ça a été démontré aussi au niveau de la tripartition avec les travaux de Georges Dumézil, ce genre de choses. Donc évidemment qu'il y a une parentalité et évidemment que que la France s'est construite, comme je l'ai dit, avec la dimension politique très volontariste et constructionniste, mais aussi justement grâce à cette lignée d'hommes qui venaient comme ça du même terre et d'une même lignée. Il ne faut absolument pas le nier. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, ou en tout cas ce qui est assez sensible pour moi dans le côté de la révolution, de la Légion étrangère, c'est le côté volontariat. C'est le côté qui a vraiment une volonté d'engagement qui est personnelle. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut reprendre. Alors, le modèle de la Légion étrangère, il n'est pas transposable au modèle national. Vous savez, souvent, on a le balai des militaires qui viennent sur les plateaux et qui nous expliquent, oui, avec un bon dressage militaire et un coup de clairon le matin devant le drapeau, on va les faire rentrer dans le tas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment que ça concerne quelques individus. Encore une fois, De Gaulle avait tout dit. Il avait dit qu'on peut assimiler des individus et non pas des peuples. Moi, je suis absolument sur sa ligne là-dessus. Mais par contre, aujourd'hui, par exemple, si on considère que le critère ethnique pour constituer la France, on se rend bien compte qu'une partie des Blancs et des gens qui ont parfois, par exemple, des ancêtres sur X générations en France, sont proprement des traîtres. Aujourd'hui, à mon avis, on l'avait bien vu, par exemple, en Allemagne, quand il y avait eu des manifestations contre l'AfD, 90% de la manifestation, c'était des Blancs. C'était des Européens de souche, des Allemands de souche. Et aujourd'hui, on a la même chose aujourd'hui en France. Et on l'a vu encore cet été avec les manifestations en Angleterre. On a eu comme ça une alliance bâtarde entre ce lumpenprolétariat, ces populations fraîchement arrivées, et cette élite comme ça complètement sécessionniste du peuple de souche, qu'on fait alliance contre le peuple de souche. Donc c'est quand même des exemples qu'on doit garder en tête. Donc c'est pour ça que moi j'essaye, comme je vous l'ai dit, de toujours trouver un peu une voie médiane, mais qui n'est pas une voie molle, si vous voulez. Et demain, à mon avis, si on arrive véritablement à promouvoir comme ça un modèle français, c'est ce qui nous permettra de mettre en place des politiques pour lesquelles je me bats, qui est la fin de la double nationalité, une réimmigration partielle, un renversement de la balance entre droit du sol et droit du sang, où il faut évidemment privilégier le droit du sang,
Et donc là, vous voyez, je pense qu'il faudra plutôt avancer cran par cran sur des petites politiques comme ça. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est un modèle central, savoir où on va, une ligne de direction. Et après, la politique, on s'arrange au fur et à mesure. J'avance puisque l'heure tourne et puis j'ai encore 2 points à aborder avec vous, Rodolphe Cart. Vous appelez à l'action, mais aujourd'hui l'action est très risquée, non pas parce que l'on risque la mort physique, comme ça pouvait être le cas justement des légionnaires à l'époque sur un champ de bataille, mais parce qu'on risque la mort sociale, la perte d'amis, la perte de son travail. Souvent le combat doit se mener sur le terrain judiciaire. Donc tout ceci est un véritable défi pour un jeune Français qui est tiraillé entre le combat qu'impliquent ses idéaux et la volonté de s'établir dans la vie, y compris pour des raisons nobles et tout aussi importantes. Ça peut être de fonder une famille, faire vivre un foyer stable, éduquer correctement dans des bonnes conditions ses enfants. Et tout ça, ça demande plus de discrétion, voire de freiner son engagement, justement. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle forme aujourd'hui doit prendre le combat identitaire pour un jeune? Et puis, si jamais certains nous écoutent, voilà, quels seraient vos conseils, justement, pour naviguer entre ces deux envies? Comme je l'ai dit, moi, aujourd'hui, j'écris mes livres sous mon vrai nom. Donc, ça peut aussi m'attirer quelques désagréments. Et là aussi, moi, je préfère, entre guillemets, quelqu'un qui avance masqué, mais qui est dans la haute administration, qui a des postes stratégiques dans la finance, dans la banque ou dans que sais-je, mais par contre, qui va derrière nous permettre d'avancer aussi. Comme vous l'avez très bien dit, la répression, elle est terrible et elle continue à s'accélérer et à s'accentuer. On a souvent tendance à dire qu'on est en train de gagner la bataille culturelle, ce qui est vrai sur certains sujets. Mais par contre, ce qu'il faut aussi mettre en balance, c'est que la répression se fait de plus en plus terrible. On a tous des camarades identitaires qui se sont fait toucher comme ça. Pas besoin de revenir dessus, mais on sait pertinemment. Mais par contre, oui, je leur dis, avancez chacun à votre stade. Mais par contre, pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui construit une famille, c'est un acte militant qui est tout à fait louable et qui est même, qu'il faut même promouvoir, si je puis dire. Et là-dessus, oui, on a chacun notre rôle à tenir. Il ne faut absolument pas être dans la leçon de morale ou dans la leçon justement de lâcheté, justement, et il faut essayer de reconstruire ces réseaux communautaires qui sont très importants. Moi, je promeux plutôt la voie par le politique, mais je ne néglige absolument pas la voie transversale de la recréation de communautés, plus en retrait, si vous voulez. Évidemment qu'il faut s'aider d'un point de vue économique, ça aussi c'est très important. C'est peut-être quelque chose qu'on a à prendre en exemple sur la gauche, parce que en ce moment, je mène des travaux sur Mélenchon, parce que un de mes prochain livre sera sûrement une biographie intellectuelle de Mélenchon pour voir son cheminement. Et justement, son parcours trotskiste, il est impressionnant. La manière qu'ils ont de percevoir la politique par l'entrisme, par justement le fait d'avoir la main sur les réseaux communautaires, les réseaux économiques, est à mon avis un enseignement qu'on doit totalement prendre en considération. Et ce qu'il faut, en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, les militants identitaires qui sont comme ça, exposés, qui le font à visage découvert, il faut essayer de les aider le plus possible. Et les aider le plus possible, ça peut aussi être d'un point de vue économique, bien évidemment. Pour mener justement ces militants identitaires que l'on appelle à faire légion, est-ce que vous pensez qu'il faudra un homme providentiel qui fera office de centurion, Rodolphe? Alors oui, ça pourrait pourquoi pas être une femme. Disons que, en tout cas d'un point de vue économique, aujourd'hui, moi ce qui m'a intéressé, c'est la constitution comme ça de ce bloc populaire. Quand on a la constitution des nationalités, notamment en Italie au 19e siècle, on a bien vu qu'en fait, il y avait une association comme ça pour renverser l'ancienne aristocratie qui s'était faite avec la bourgeoisie du nord de l'Italie et une partie des classes moyennes. Et aujourd'hui, on voit que cette appétence comme ça pour la défense nationale, on la retrouve dans les classes moyennes et dans les classes populaires. C'est le bloc populaire qui vote en majorité pour Marine Le Pen. Alors oui... le modèle traditionnel français voudrait qu'aujourd'hui, il y ait ce lien entre un individu et un peuple, justement pour passer outre les élites, ou en tout cas les corps constitués, qui ont souvent été un empêchement, justement, c'était les parlements, ou si vous voulez... la bataille des rois contre les seigneurs féodaux, donc c'est le modèle traditionnel français. Alors aujourd'hui, moi, en tout cas politiquement, il s'incarne par la relation entre Marine Le Pen et ce bloc populaire. Marine Le Pen, c'est assez impressionnant. À chaque fois qu'elle va sur un marché, c'est une madone. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Tout le monde se rue. Certains la considèrent comme leur tante, l'autre leur sœur, l'autre vraiment une femme qui leur parle. Et moi, en tout cas, qui suis plutôt de la tradition populiste, ce profil m'intéresse grandement.
Oui, moi je suis absolument pour, mais comme je vous l'ai dit, ça pourrait très bien être une femme. Une partie du nationalisme français vénère, et a raison, la figure de Jeanne d'Arc. Et c'est quand même drôle, parce que souvent à droite on nous accuse de masculinistes, alors que moi je connais pas un seul nationaliste français qui rechignerait à combattre derrière Jeanne d'Arc. Alors oui, cette incarnation, mais si elle se fait par un homme ou par une femme, moi je suis absolument pour. Merci beaucoup Rodolphe Card de nous avoir accordé de votre temps, et puis merci aussi pour cet ouvrage que vous nous proposez. Donc j'en rappelle le titre, Faire Légion pour un réveil des autochtones. Il est disponible aux éditions Héthérie. Il vient de sortir, chers auditeurs, on vous invite à vous le procurer, et également à vous le procurer pour vos petits frères, vos enfants, vos petits-enfants, puisque c'est un ouvrage donc, qui s'adresse avant tout à la jeunesse, mais bon, ça ne doit pas vous empêcher de le lire si vous n'êtes plus tout à fait jeune. On peut rester jeune toute sa vie après tout. Merci Rodolphe Card d'avoir été parmi nous, et à très bientôt.